un goût salé. Ça a l'air très bon. C'est le biofilm en fait, on appelle ça aussi le microphytobenthos, qui constitue la base de la chaîne alimentaire. On a cette magnifique plante qu'on appelle vulgairement la lavande de mer. Est-ce que je suis en train de filmer le son de la vase? Oui. Donc je vais peut-être te porter la caméra. Tout ce qui coûte un petit peu cher, on va le prendre dans la main. Et comme ça, tu vas découvrir la vasière en immersion, en approche sensorielle. Donc tous ces phénomènes-là doivent être anticipés de manière à ce que ce soit le moins désagréable possible, en tout cas pour notre génération et pour les générations à venir. Aujourd'hui, on part découvrir un écosystème pas complètement aquatique et pas complètement terrestre non plus, un milieu de transition entre eau douce et eau salée avec une faune et une flore bien particulières qui s'adaptent à ces changements de salinité. Est-ce que vous l'avez ? Ouais, on part découvrir les estuaires. Et pour cela, j'aurais pu vous emmener dans le plus grand estuaire d'Europe, à savoir l'estuaire de la Gironde. Mais non. Ah bah ouais, trop facile, tout le monde le connaît cet estuaire. Nous, on va aller découvrir l'estuaire de la Seudre. J'aime beaucoup dire Seudre. Allez, go, c'est parti. Là, on est sur l'estuaire de la Seudre, donc qui est un des plus petits fleuves d'Europe, fleuve côtier, qui est vraiment soumis à l'influence des marées hautes et des marées basses. Donc, la plupart du fleuve, en fait, est composé d'eau de mer. Et il n'y a qu'une petite partie en amont qui est composée d'eau douce. Et donc ici, on est à la confluence d'un chenal qui rentre dans le marais, qui s'appelle le Liman, et de la Seudre en elle-même. Et donc on a cet espace où les eaux finalement deviennent calmes et peuvent déposer leurs sédiments. Et ce sédiment, c'est vraiment le milieu de vie de tout le littoral. Selon l'heure de marée, en fait, à marée basse, on va avoir plusieurs parties, en fait, plusieurs habitats naturels. On a cet habitat de vasière qui est vraiment l'estran vaseux, donc on appelle aussi la slick. Alors c'est pas de notre faute, c'est parce que c'est les Hollandais qui ont théorisé un petit peu ça, ils ont donné des noms hollandais quoi. Donc il y a la slick et après on arrive sur le shore. Donc le shore c'est vraiment la zone qui n'est pas recouverte à chaque marée, mais qui permet à des plantes, on va dire terrestres, de pousser, même si elles restent adaptées au sel. Voilà. Là on voit bien comment les plantes s'organisent en fonction du niveau de salinité, en tout cas du temps qu'elles passent dans l'eau de mer ou pas. Toutes ces plantes ont des adaptations à l'eau salée. La mieux adaptée à l'eau de mer, c'est la salicorne, qui est cette plante-là. Donc il y a plusieurs espèces de salicornes. Là, c'est vraiment une histoire de spécialistes pour déterminer ça. On dit que c'est des plantes succulentes, mais c'est au niveau des réserves d'eau en fait, qui sont disponibles, qui permettent à la fois de résister à des invasions de sel, mais aussi au soleil, parce qu'il y a peu d'arrivée d'eau douce en fait pour les plantes. Avec pratiquement pas de feuilles. Les feuilles c'est ça. Ah oui, tout le reste c'est de la tige. Donc c'est une adaptation. Hein. Plus on a de feuilles, plus on transpire, on va dire, plus on évapore de l'eau. Donc avec des toutes petites feuilles comme ça. Pas d'évaporation, donc c'est vraiment très limité. Donc ça c'est comestible. Hein. Donc c'est un goût salé. Hein. C'est un goût salé. Ça a l'air très bon. Ouais. Oui, c'est original, c'est bon. Je filme jusqu'à ce que tu recraches. Je ne recrache pas, non, je ne gaspille pas. Là, on va rencontrer l'Aubione, qui est très facile à reconnaître aussi. Elle a d'autres adaptations, elle a des petits poils blancs là, qui leur donnent cette couleur grise. Ça leur permet de s'abriter là aussi du soleil et ça permet de limiter les échanges en fait, entre l'extérieur et l'intérieur, donc se protéger. Elle peut aller jusqu'à excréter des cristaux de sel. C'est-à-dire, si le milieu est trop salé, on va aller voir des petits cristaux de sel qui apparaissent sur les feuilles. Ça, c'est du sel excédentaire en fait, qui est repoussé par la plante vers l'extérieur. Et plus on monte, plus on va découvrir des plantes qui ont besoin de ne pas être trop dans le sel souvent. Pluie, soleil, soleil, pluie. On sait pas. Je montre ces deux plantes là. Donc quand on monte un petit peu en altitude, c'est vraiment une histoire de quelques centimètres. Hein. On a cette plante qui est la soude arbustive, qui elle supporte l'environnement salé, mais que vraiment aux très très grandes marées. Donc elle va être inondée, on va dire par l'eau de mer, 1 ou 2 fois par an simplement. Et juste à côté, dans le même type d'environnement en fait, on a cette magnifique plante qu'on appelle vulgairement la lavande de mer. En botanique ça s'appelle le limonium. Il y a plusieurs espèces aussi. Donc cette plante elle aussi, elle va supporter un environnement salé mais que exceptionnellement. Voilà.
Voilà, là on est sur 1,50 m de large et en fait on a plusieurs biotopes très différents entre le milieu qui est tout le temps salé ou presque tout le temps salé à toutes les grandes marées, le milieu moyen où il y a plutôt les obionnes et les milieux un peu plus hauts où on a essentiellement la lavande de mer et la soude. Donc ça c'est vraiment typique de nos estuaires avec un étagement sur des bandes comme ça. Alors ça c'est tout le long du marais, sur les chenaux et sur les clairs comme ici. Alors, on va avancer encore un peu. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est un estuaire? Un estuaire, c'est relativement simple, c'est là où les fleuves arrivent à la mer. C'est la confluence en fait entre les fleuves, entre la terre et la mer principalement. Est-ce que tous les estuaires se ressemblent en France par exemple? Non, tous les estuaires ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plus ou moins aménagés déjà, parce que les zones aussi, on est sur le littoral, donc des zones qui sont très prisées pour les activités humaines. Donc beaucoup d'estuaires malheureusement sont aménagés. Mais des estuaires un peu naturels comme ici, il y en a quand même beaucoup. Et après, on va retrouver les mêmes caractéristiques effectivement. Selon qu'on est après en milieu méditerranéen ou dans le nord de la France, on n'aura pas exactement les mêmes espèces. Mais on aura toujours plus ou moins les mêmes adaptations et les mêmes réflexes d'adaptation de la nature. Alors ici, ce qui est typique, c'est tous les oiseaux limicoles. En fait, les limicoles, c'est qui aiment le limon, qui aiment la vase. En France, sur la côte ici, on a plusieurs grands endroits comme ça qui sont réputés comme haltes migratoires importantes. La vase, c'est vraiment un milieu très riche en production de nutriments. Du coup, ils y trouvent des crustacés, des vers, des petits coquillages pour certains. Et donc, ils ont vraiment besoin de ces zones de repos, surtout pendant les migrations. Là, c'est un peu calme. Quand c'est calme comme ça, on peut entendre les oiseaux et on peut aussi entendre la vase qui crépite. Ça, c'est un son particulier. Ça montre bien qu'il y a une vie extraordinaire dans la vase, une vie vraiment foisonnante, même si ça n'a pas l'air comme ça. Est-ce que je suis en train de filmer le son de la vase? Oui, moi j'aime bien. Il y a beaucoup d'espèces qui vivent juste sous la surface de la vase. Beaucoup de crabes, beaucoup de petits coquillages. Tout ce petit monde a besoin d'eau, de respirer, de bouger, de s'alimenter. Donc ça bouge beaucoup en fait. Mais c'est assez microscopique. Et j'entends la vase qui crépite. La vase me parle, elle me murmure. Marie, n'oublie pas de leur dire de s'abonner. Oui bon, elle me dit à peu près ça. Sur l'estuaire, comme je disais, tout le fonctionnement en fait, est piloté par l'eau de mer, l'arrivée d'eau de mer et l'arrivée de sédiments. Donc ici, c'est exploité, typiquement, on a une claire ostréicole ici, qui est en exploitation, qui est entretenue. Et donc les niveaux d'eau sont gérés de manière à ce qu'il puisse y avoir une production d'huîtres. Mais certaines sont abandonnées. Et juste à côté, on a une ancienne claire qui est, pour l'instant en tout cas, qui est abandonnée, qui n'est pas entretenue. Et du coup, la végétation naturelle pousse. Et on voit que là où la végétation pousse, on a des bosses qui se forment et le niveau du sédiment qui augmente. Et encore un peu derrière, on a une claire, une lagune qui a évolué vraiment et qui est en train de se transformer en zone plus ou moins terrestre avec les plantes qui ont capté le sédiment et qui augmentent en niveau. Et là, du coup, en voyant ça, on voit aussi comment les plantes agissent et quel service elles rendent pour augmenter le niveau de la côte. Donc à terme, si on laissait toutes ces claires à l'abandon, admettons, eh bien, on aurait une zone qui serait vraiment un vrai shore naturel avec une espèce de lande comme ça constituée de plantes halophiles, des plantes qui aiment le sel. C'est un milieu rare, intéressant, mais on va perdre, petit à petit, on va perdre des espèces vraiment qui sont typiques de l'eau salée, comme les salicornes par exemple, elles ne vont plus exister ici. Donc ici, l'intérêt, c'est d'avoir cette imbrication d'activités primaires, d'entretien, on va dire, du marais, et de laisser quand même faire la nature et évoluer tranquillement. Ça permet d'avoir cette belle diversité. Ces estuaires, ils sont soumis à l'influence de la vie marine, mais aussi des bassins versants. Et tout ce qu'on peut avoir comme problématique, on va dire, sur ces estuaires-là, de gestion, est lié à ces deux aspects-là. Donc il y a l'aspect océanique avec l'élévation du niveau marin, qui menace évidemment la vie des estuaires parce que ça va trop vite en fait. Donc ça c'est lié au changement climatique, donc lié à nos activités aussi carbonées. Et puis de l'autre côté, donc des bassins versants peuvent arriver aussi des eaux polluées ou des eaux chargées de nutriments un peu agricoles, des excédents ou des pollutions ou des déchets urbains on va dire. Donc tout ça fait en fait l'ensemble des menaces qu'on peut trouver ici. Urbanisation,
pollution par les bassins versants ou élévation du niveau marin trop rapide pour que les espèces s'adaptent. Après avoir passé la matinée en amont de l'estuaire, Jean-Baptiste m'emmène sur la partie aval pour observer l'estran vaseux à marée basse. Parce qu'ici, les marées sont bien visibles et permettent de découvrir 3 à 4 km de plus de terrain. Et ça nous permet d'observer des petites taches marron sur la vase. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ces petites taches brunes à la surface de la vase qu'on peut voir, c'est le biofilm en fait. Et ce biofilm, il est constitué de micro-algues, donc on appelle ça aussi le microphytobenthos, qui constitue la base de la chaîne alimentaire. Toutes les chaînes alimentaires de l'océan, la grande majorité naissent ici avec cette production-là. La marée haute va revenir, va récupérer le plancton créé, d'autres vont se créer, etc., etc. C'est tout un cycle qui démarre ici, sur les côtes, et spécialement dans les estuaires. Donc ça se produit sur l'estran et on considère que ces zones sont quasiment aussi productives que des zones de forêt tropicale. Il y en avait là où j'étais tout à l'heure, c'est quoi mes traces? Qu'est-ce que tu peux me dire sur les littorales? Tu le dis si Donc je suis je vais peut-être te porter la caméra. Tout ce qui coûte un petit peu cher, on va le prendre dans la main. Et comme ça, tu vas découvrir la vasière en immersion, en approche sensorielle. On fait beaucoup ça avec donc les personnes en bas âge. J'ai comme un doute. Donc, sur l'estuaire ici, on a tout un travail d'accompagnement de la pêche à pied, de suivi des gisements de palourdes par exemple. Mais on a aussi un travail vis-à-vis des collectivités locales pour essayer de les accompagner dans la discussion qui va permettre à tous les acteurs d'essayer de bien gérer cet estuaire. Donc ostréiculteurs, parc naturel marin maintenant, collectivités territoriales, communautés de communes. Tous ces gens essayent de trouver les meilleures solutions pour sauvegarder ces estuaires-là avec des grands enjeux qui s'annoncent, qualité des eaux et modelage du trait de côte en fonction du changement climatique. Donc tous ces phénomènes-là doivent être anticipés de manière à ce que ce soit le moins désagréable possible, en tout cas pour notre génération et pour les générations à venir. Le biofilm, les traces de déplacement, les trous, les bulles. Du coup, pourquoi les estuaires c'est important? Alors, on peut dire qu'il y a 3 grands services qui sont rendus par ces estuaires. Le premier, c'est de la production de biomasse, on l'a dit, qui produit beaucoup de nourriture pour le reste de la côte et de l'océan, pour beaucoup de jeunes poissons notamment, et donc pour les économies après de la pêche et pour notre nourriture. Il y a un deuxième type de service qui est le service de captage du sédiment, et du coup d'augmentation un peu de la côte, du trait de côte, qui s'élève à peu près en même temps que l'élévation du niveau de la mer, en tout cas on l'espère, si ça va pas trop vite. Et puis il y a un troisième service qui est rendu par ces milieux estuariens, c'est l'épuration des eaux. Parce que beaucoup de plantes, on l'a expliqué, doivent vivre en milieu salé, donc doivent absorber en fait cette eau de manière particulière, qui fait que en fait, ce sont de très bons organismes pour dépolluer des sols ou des eaux. Du coup, ces 3 services-là sont indispensables à la vie des côtes et des océans. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en tant que citoyen ou que collectivité pour préserver les estuaires? De respecter le milieu tout simplement, on ne laboure pas, on ne prend pas des coquillages trop petits, etc. En fait, les menaces qui pèsent sur ces estuaires, elles sont beaucoup plus générales. Donc c'est des questions de climat. Donc ça veut dire adopter des comportements qui sont moins gourmands en carbone, donc des comportements plus sobres, s'alimenter différemment, essayer de trouver des modes de vie qui sont moins impactants pour le climat. Donc ça c'est vraiment très important. Et puis c'est la même chose pour les pollutions, c'est-à-dire que la qualité de l'eau et la qualité du milieu dépend beaucoup des activités qui sont en amont. Et ces activités qui sont en amont dépendent de nos modes de consommation, dépendent de nos modes de vie. Donc c'est tout ça qu'il faut revoir. Je sais que c'est pas très simple, mais il faut aller vers ça, il faut aller vers des modes de vie plus écologiques. Et là du coup on va avoir des services encore une fois très importants qui vont être rendus par des estuaires de qualité. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode sur un sujet encore un peu particulier, les estuaires, la vase. On n'en parle pas tous les jours. Moi je trouve ça hyper intéressant et j'espère que vous aussi. Chaque estuaire présente des caractéristiques qui lui sont propres, mais dans l'ensemble ça reste des écosystèmes fragiles. Bon encore une fois on le sait, tout est lié, tout est interconnecté et comprendre l'importance de ces écosystèmes, ça me semble quand même primordial. Si vous souhaitez découvrir d'autres interviews d'acteurs qui agissent sur cet écosystème, vous pouvez aller sur le site Biodiversité Tous Vivants. Et quant à moi je vous dis à très vite, je vais aller discuter avec la vase. On a des trucs à se dire.